L'objectif ici, c'est d'une part de présenter l'offre de formation de l'université et d'autre part de présenter le mode de travail ou le mode d'évaluation des enseignements. Je pense qu'on va beaucoup insister sur le Master 1 Santé publique, je pense que Rémi, c'est ce qu'il a prévu de faire, pour vous donner des conseils et des pistes, en particulier pour ceux qui sont en Master 1 Santé publique, et puis des méthodes de travail tout au long de l'année. Donc moi je vais commencer par présenter l'offre de formation et sur la fin un petit peu les métiers de la santé publique. Donc normalement dans le programme du Master 1 Santé publique, il y a eu lieu au premier semestre qui va démarrer très rapidement. Je parle sous le contrôle de ceux qui sont déjà passés dans la main, qui s'appelle Connaissance du champ de la santé publique. Donc là, c'est une lieu qui va vous parler de la santé publique de façon générale, ce qu'on entend par santé publique. Et donc, comme vous allez le voir, il y a plusieurs définitions de la santé publique. Donc moi, j'en propose une qui est simple, il y en a d'autres. Hein. Donc c'est un champ déjà qui est autonome, donc qui permet d'étudier, de comprendre la santé de la population, avec une approche globale intégrant tous les aspects de la santé, les aspects curatifs, donc le soin, les aspects préventifs, donc prévention et promotion de la santé, les aspects éducatifs, donc on rejoint l'éducation pour la santé et la prévention, les aspects économiques, donc le coût de la santé, de la prise en charge, et les aspects sociaux. Donc c'est une approche globale. Et donc l'offre de formation supérieure en santé publique doit pouvoir former des professionnels capables de mener des activités qui concourent à la description et à la surveillance de la santé au niveau de la population, à la connaissance des déterminants qui peuvent modifier la santé de la population, la mise en place des interventions en santé au niveau collectif, l'évaluation de ces actions du point de vue épidémiologique ou économique ou sociologique. Enfin, la planification nécessaire en fonction des résultats des évaluations et la gestion de la santé. Tout ça dans le but de protéger et d'améliorer l'état de santé de la population. Alors, donc on a parlé d'une approche globale, forcément pluridisciplinaire. Donc, l'étude de la santé de la population va nécessiter d'inclure toutes les dimensions et les disciplines fondamentales de la santé publique. Vous les connaissez, c'est l'épidémiologie, la biostatistique, l'économie de la santé, la sociologie de la santé. Et quand on définit un master de santé publique, il y a 5 domaines principaux qu'on doit pouvoir couvrir. Et ça, c'est l'exigence pour, en particulier aux États-Unis, au Canada, dans les pays d'Amérique du Nord, pour accréditer, pour donner une accréditation à un master de santé publique, on demande 5 domaines minimum par master. Donc, le premier domaine concerne l'épidémiologie, la biostatistique, le domaine. Il n'y a pas d'ordre dans les domaines, il y a 5 domaines. Donc j'ai mis épidémiologie et biostatistique en tête parce que ça reste quand même une des spécificités de l'ISPED. Donc
il y a les domaines épidémiologie et biostatistique, il y a les domaines politiques et management de la santé, les sciences sociales et environnementales, et comportementales, pardon, et puis la santé environnementale et professionnelle. Donc voilà les 5 domaines. S'il y a un des domaines qui manque, il manque quelque chose au master de la santé. Après, on peut rajouter d'autres domaines, d'autres champs, en particulier ce qui est très à la mode maintenant, c'est ce qu'on appelle le Global Health, santé globale. Le droit et santé publique, l'informatique médicale, etc., etc. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est les 5 domaines, plus d'autres domaines qui vont venir compléter cette offre-là. Alors, lorsque le master de santé publique de l'ISPED a été réfléchi et monté, donc on a essayé de couvrir dans la mesure du possible les 5 domaines. Donc, vous connaissez l'offre de formation, en particulier le master de santé publique, qui est un master qui se fait en 2 ans. Donc, le master 1, et puis en 2e année, l'ISPED propose 6 spécialités. Donc, on retrouve la spécialité épidémiologie, donc, qui comporte 3 options. Donc, il y a épidémiologie clinique, épidémiologie d'intervention et épidémiologie environnementale et professionnelle. Ensuite, il y a la spécialité biostatistique, informatique médicale, management des organisations médicales et médico-sociales, promotion de la santé et développement social et santé internationale. Donc, sur les 5 domaines que j'ai cités, donc, on retrouve épidémiologie, biostatistique, management, promotion de la santé ou sciences comportementales. Et donc, ce qui manque, c'est santé environnementale et professionnelle. Mais pour commencer, on a mis une option dans la spécialité épidémiologie qui est épidémiologie environnementale et professionnelle. Donc, à terme, cette option-là va grossir et devenir une spécialité. En plus de ces 5 domaines-là, on a santé internationale et informatique médicale. Donc voilà, le master santé publique de l'ISPED. Donc l'objectif à terme, c'est d'arriver à avoir une vraie spécialité santé environnementale et professionnelle, en gardant les autres spécialités, d'autres spécialités. Et donc, là, je vais beaucoup insister sur le Master 1 santé publique, sachant qu'il y a parmi vous des gens qui vont faire par exemple santé internationale ou M2 épidémiologie, etc. Mais finalement, ce que je vais raconter sur le Master 1 santé publique et ce que va raconter Rémi en termes d'évaluation et de mode de travail, c'est la même chose pour les spécialités de la Donc, vous avez donc ces spécialités-là avec des volumes horaires, etc., avec ce qui apparaît peut-être de nouveau pour un certain nombre d'entre vous, c'est ce qui apparaît là, c'est les ECTS. Donc, je vais en parler un petit peu. Mais en insistant sur le Master 1 santé publique. Alors, déjà pour le Master 1 santé publique, pour le Master santé publique, donc ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle le système LMD. Donc, licence, Master et doctorat. Donc, ce qu'on propose à l'ISPED, c'est le niveau Master. Et donc, les gens vont y entrer avec, en principe, une licence. Donc, après avoir fait une licence,
Et on admet également des professionnels de la santé. Et là, j'ai listé un petit peu les profils des étudiants qui sont déjà entrés en M1 en santé publique. Donc vous pouvez constater que c'est un profil qui est assez riche et très varié. On retrouve de tout. En fait, pour entrer en Master 1 en santé publique, on exige le niveau licence, quelle que soit la discipline, avec l'idée que la santé publique est un champ pluridisciplinaire et donc on a besoin de plusieurs disciplines. Donc à l'entrée, vous voyez, on reçoit des étudiants qui ont une licence biologie, donc je mets biologie, mais ça peut être biochimie, etc. Et on reçoit, j'ai choisi de mettre là des étudiants qui ont fait une première année de médecine, mais qui n'ont pas réussi le concours. Après, en général, ces étudiants-là, ils vont faire biologie ou autre chose. Mais ils gardent en tête l'idée de faire de la santé et de la santé publique. Donc la santé publique leur offre l'opportunité de revenir dans le domaine de la santé après avoir fait biologie ou mathématiques ou autre chose. Donc ils reviennent à la santé. On reçoit donc des étudiants qui ont une licence de mathématiques et statistiques avec l'idée de faire le Master 2 spécialité biostatistique. Il y a des étudiants qui proviennent des filières psychologie, sociologie, anthropologie. Donc quand ils viennent en Master 1 santé publique, c'est toujours avec l'idée de s'orienter vers promotion de la santé et éducation pour la santé. On a des étudiants qui viennent de droit, économie, gestion, management, etc. Ce domaine-là. Et quand ils viennent en M1 santé publique, c'est avec l'idée de faire le M2 management. Il y a des gens il y a une filière qui s'appelle administration économique et sociale. Pareil, c'est comme ceux qui font l'économie. Et puis il y a des profils qui sont, par exemple, sciences de la nutrition ou sciences sanitaires et sociales. En général, les gens qui font les infirmiers, ils font, dans la foulée, ils font une licence de sciences sanitaires et sociales, de façon à avoir un niveau de licence, parce qu'il y a un débat, je ne sais pas si le débat est tranché en France pour reconnaître le diplôme d'infirmier comme un bac plus 3 ou pas. Donc, voilà. Donc, des fois, ils sont obligés de faire une licence des sciences sanitaires et sociales pour avoir le niveau de licence, pour pouvoir accéder à ensuite, vous avez remarqué que j'ai mis tout à fait vers la fin tout ce qui est médecine, pharmacie, odonto. C'est-à-dire ça concerne les médecins, les pharmaciens, les dentistes, qui souhaitent faire de la santé publique et qui vont intégrer le M1 santé publique. Alors, ça pour dire que la santé publique, c'est quelque chose qui, c'est pas de la médecine. C'est pluridisciplinaire. Et ça justifie le fait qu'il y a quelques années, ici à Bordeaux, un certain nombre de personnes, dont Roger Salamon, ont décidé de créer une UFR de santé publique, unité de formation et de recherche en santé publique, qui est indépendante de l'UFR médicale. Parce que la santé publique, ce n'est pas le seul domaine des médecins, des pharmaciens. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et on tient beaucoup à le dire et à leur dire. C'est ouvert. Donc, ensuite, on a des paramédicaux, infirmiers, sages-femmes, thérapeutes, etc., qui sont intéressés par la santé publique et qui vont arriver en M1 santé publique. Puis, il y a des gens qui ont fait informatique, bioinformatique,
informatique, étant donné qu'on propose en deuxième année une spécialité informatique médicale, ces gens-là sont attirés par l'application de l'informatique à la santé. Donc ils viennent en Master 1 santé publique. Alors, donc le Master 1 santé publique, il est organisé de la façon suivante. Déjà, il faut bien comprendre que le système LMD, il est organisé en semestres. Donc la licence, c'est 3 ans, donc 6 semestres. Le master, ça se déroule sur 4 semestres. 2 semestres pour la première année et 2 semestres pour la deuxième année. Et chaque semestre est accrédité de 30 ECTS. Donc c'est un système de crédit qui permet de valider des unités d'enseignement et de capitaliser ces unités d'enseignement. C'est-à-dire que vous validez une unité d'enseignement ici à l'ISPED avec un certain nombre de CTS, il va être valide dans une autre université. Vous pouvez le faire valoir. Et le système de CTS, il faut le comprendre comme un système de crédit où vous allez entreprendre des études supérieures et donc vous allez accumuler des connaissances et ces connaissances sont reconnues et créditées et valorisées. Alors, donc, un ECTS correspond à peu près à 25 à 30 heures de travail. 25 à 30 heures de travail. Et quand je dis travail, ça comprend le temps que vous passez en cours devant l'enseignant, le temps que vous passez en travail personnel, le temps que vous passez à préparer les exercices qu'on vous a donnés et à les rendre, ou les projets qu'on vous a donnés, et le temps que vous passez à l'examen pour valider l'unité d'enseignement. Donc quand je compte un ECTS, ça correspond à peu près à une trentaine d'heures, on va dire grosso modo une trentaine d'heures, tout compris. Et donc quand je vais compter le nombre d'heures, il y a un nombre d'heures que vous allez passer devant l'enseignant. Donc souvent c'est ce qui est affiché. On va vous dire, cet UE, par exemple l'UE économie de la santé, c'est un volume horaire de 30 heures. Donc ça veut dire que c'est 30 heures que vous allez passer devant l'enseignant. Et on va l'accréditer, donc je pense que toutes les UE du M1 sont accréditées de 3 ECTS, avec un volume horaire affiché de 30 heures. Ça veut dire que c'est 30 heures que vous allez passer devant l'enseignement. Et comme j'ai dit qu'un ECTS équivaut à 30 heures de travail, donc vous voyez qu'il vous reste 60 heures. Et ces 60 heures, finalement, doivent être consacrées à un travail personnel, au travail que vous allez fournir pour rendre les devoirs, etc. Et à préparer les examens, faire les révisions. D'accord? Donc, ce qu'on affiche 30 heures, ça ne veut pas dire que vous allez simplement venir suivre le cours et puis c'est fini. Il faut un travail à côté qui est le double des 30 heures, qui est supposé être le double des 30 heures pour pouvoir arriver au bout et valider le CTS. D'accord? Ou l'UE. Donc voilà le système de crédit. Donc, du coup, vous voyez, vous avez au premier semestre du M1, vous avez 10 unités d'enseignement obligatoire, chacune de 3 ECTS. Donc, le volume horaire affiché ici est de 30 heures. Ça veut dire que chaque UE a comme volume horaire 30 heures. D'accord? Donc ça veut dire que c'est le temps que vous allez passer en cours. On n'a pas compté le temps. Il faut doubler, donc il faut à peu près 600 heures de travail en dehors des cours pour pouvoir
semestre. C'est à la louche. Hein, donc après, il y a des UE qui vont vous demander plus de travail que d'autres. Donc, le premier semestre, 10 UE obligatoires pour tout le monde, quel que soit le cursus que vous avez eu avant. L'idée de cet UE, de ce semestre qu'on appelle généraliste santé publique, c'est vous donner une culture de santé publique, en balayant tous les domaines que couvre la santé publique. Donc vous voyez que c'est scindé en trois types d'UE, donc UE organisation, régulation et action en santé. Donc là, il y a 4 UE, donc ça concerne l'économie de la santé, l'éducation et promotion de la santé, les connaissances dans le champ de la santé publique et les grands systèmes de santé. Après, vous avez un groupe ou un axe qui concerne l'observation, la surveillance, l'analyse de données en statistique, en santé. C'est une déformation. Donc il y a 4 UE. Donc, principe de l'épidémiologie, base en statistique, démographie et société, informatique de base pour le traitement des jeunes. Et enfin, vous avez 2 IE qu'on a mis dans l'axe information et communication. Donc ça concerne la recherche bibliographique en santé, très important. Et puis, une UE qui concerne l'anglais, la langue anglaise, mais l'anglais de la santé publique. Donc en général, cette UE, les enseignements de cette UE ne se déroulent pas sur le site de Carrère, mais sur le site de la Ligue. Mais Rémi va préciser les choses. Donc voilà, donc ça c'est le premier semestre. Généraliste, tout le monde suit la même chose. Et c'est à partir du second semestre que les choix vont être possibles en fonction de l'orientation que vous voulez avoir en master 2. Donc, le second semestre. Alors, le second semestre, il est un petit peu compliqué parce qu'il y a plusieurs UE et il faut faire des choix. Et au cours de l'année, vous serez accompagné par les responsables pédagogiques pour effectuer vos choix en fonction du projet professionnel que vous aurez. Et au cours de l'année, mais ça je le précise plus tard, au cours de l'année, les différents responsables de deuxième année vont venir vous présenter les Master 2 dont ils sont responsables, de façon à vous aider à cheminer dans votre projet professionnel. Alors, donc pour ce semestre-là, pareil, hein, c'est 30 CTS. Et donc il y a des UE qui sont obligatoires, donc il y en a 2 oubliés qu'on a mis dans l'axe professionnalisation. Il y a l'UE projet professionnel. Donc après, Rémi va revenir là-dessus pour vous raconter comment c'est évalué et comment il faut travailler pour réussir. Et puis il y a des anciens qui peuvent aussi compléter après dans le discours. Donc le projet professionnel, le projet tutoré en santé publique, donc là déjà les sujets que vous allez choisir pour ces projets tutorés, le choix va être guidé par ce que vous voulez faire plus tard. Si vous voulez faire santé internationale, s'il y a un sujet qui concerne la santé internationale, parmi les sujets proposés pour les projets tutorés, vous allez peut-être travailler là-dessus. Ensuite, il y a l'UE stage d'insertion professionnelle en santé publique. C'est un stage de 8 semaines. Je pense que ce stage commence en avril et les soutenances se font fin juin, début juillet. Donc c'est un stage d'immersion dans le monde professionnel et dans le domaine de la santé
Ensuite, selon le M2 que vous voulez faire, vous avez le choix. Il faut choisir 6 yeux parmi une série d'yeux. Et les yeux ont été classés en fonction des différentes disciplines, des différents domaines. Donc vous avez droit, gestion, économie, statistique, technique de l'information et communication. Ensuite, vous avez sciences de la vie, sciences de l'homme et de la santé. Donc en fonction du M2 que vous souhaitez faire, vous allez choisir, parmi ces yeux-là, vous allez choisir 6 yeux. C'est ces 6 yeux qu'il faut valider. Donc une fois que c'est choisi, c'est obligatoire. C'est optionnel ici. Il faut les choisir. Donc après, par exemple, si je prends l'exemple de ce que je connais le plus, si quelqu'un veut faire un M2 biostatistique, déjà, il faut qu'il choisisse les 4 yeux qui sont là. Donc, technique de test statistique, méthode de régression, base mathématique et programmation. Après, il y a 2 yeux à choisir parmi ces qui vous intéressent dans leur fond. Donc ça, c'est pour le master 2. Mais il se trouve que pour l'épidémiologie, ça va être la même chose. Parce que le master 2 épidémiologie à Bordeaux met beaucoup l'accent sur les aspects d'illustration et analyse de données. Donc ce qu'on va exiger, vous, c'est au moins de faire test statistique, méthode de régression, technique d'enquête si c'est possible, base mathématique et programmation si c'est pas complètement obligatoire. Mais test statistique, méthode de régression et éventuellement technique d'enquête, c'est très conseillé, voire même obligatoire. Après, vous allez faire de l'épidémio, je ne sais plus où c'est, la mise en application de base en épidémio, base médicale en santé, introduction à l'évaluation médicale, etc. Voilà. Donc ça, rassurez-vous, tout au long de l'année, vous allez échanger avec les responsables pédagogiques pour vous aider à peaufiner un petit peu votre projet professionnel. Voilà. Ensuite, il y a, j'ai parlé du stage, donc le stage, il faut qu'il soit validé pour fin juin, début juillet. Donc, si vous avez validé votre Master 1 Santé publique à l'issue de l'année, l'accès en M2 se fait quand même par sélection de dossier. C'est pas parce que vous êtes inscrit en M1 que automatiquement vous allez être admis en M2. Donc, ça veut dire que il faut passer brillamment de M1. Parce que l'accès à M2 peut se faire aussi pour des candidats qui viennent d'ailleurs. Donc, qui peuvent directement accéder à M2. Et donc, pour donner un exemple, le nombre de candidats pour accéder au M2 épidémio tourne autour de 120 chaque année. Donc après, parmi ces 120, il y a des gens qui sont issus du M1 santé publique. Donc il y a une sélection, forcément. Donc j'insiste, et je pense que Rémi va aussi revenir là-dessus, j'insiste donc sur le fait que d'emblée, dès la première année, préparez l'entrée en M2. Et choisissez les bonnes yeux qui vont vous permettre d'accéder en M2, mais avec des bonnes notes. Parce que vous allez être mis en concurrence avec des gens qui viennent d'ailleurs. Okay? Donc ça, c'est le point important.
que je voulais souligner. Donc en M2, je l'ai déjà dit, vous avez donc 6 spécialités. Et ce que je n'ai pas dit, mais que vous connaissez déjà, c'est qu'il y a des spécialités qui sont proposées en enseignement à distance via Internet. Et je reviens un petit peu en arrière. Donc pour le M1, c'est pareil. Donc le M1, il peut être suivi à distance via Internet. Donc il y a des gens qui sont inscrits à M1 et qui sont partout à travers le monde. Et toutes ces UE-là du premier semestre, comme c'est obligatoire, seront proposées à distance. Et ensuite, dans les UE du second semestre, il y a des UE qui sont, la plupart sont proposées à distance, mais il y a des UE, par exemple ici, base mathématiques et ici, là, base mathématiques et programmation, il n'est pas proposé à distance. Donc il y a certaines UE qui ne sont pas... Celles qui sont proposées à distance, il y a un arrobase qui est d'accord. Et ça concerne donc essentiellement les gens qui sont à distance. Et donc pour terminer avec l'enseignement à distance, donc, le M2 promotion de la santé et développement social, il est offert à distance aussi, mais seulement en langue espagnole. On l'avait évoqué lundi en introduction. Voilà. Donc, en plus de ces spécialités et les UE qui composent ces spécialités, on propose également un certificat qui s'appelle le CEVA, donc certificat d'évaluation des actions et systèmes santé. C'est un plus, c'est pas obligatoire. Donc c'est si vous voulez avoir une petite spécialisation en évaluation, vous pouvez suivre cet enseignement-là, mais quand vous êtes en M2. Et ça concerne essentiellement les étudiants qui sont en M2, management des organisations, promotion de la santé et développement social et santé internationale. Donc l'idée c'est de former des professionnels de santé compétents pour l'encadrement, l'administration, la conception, le soutien méthodologique, la programmation, la mise en œuvre, le pilotage, l'évaluation des actions en santé. Avec dans une diversité de situations. Ça peut être les hôpitaux, les établissements de santé publique privés, l'assurance maladie, les services déconcentrés d'État, les collectivités territoriales, etc. Donc ça, c'est une, on va dire, c'est une surspécialisation qui est offerte et qui peut permettre d'avoir un certificat. Donc je l'ai déjà évoqué, il y a une présentation des différentes spécialités par les responsables d'année de Master 2 et je pense que ça va être le 16 octobre. C'est en train d'être arrêté, mais la date qui gagne les suffrages, c'est le 16 octobre. Et vous serez informé de la date. Voilà, donc ça c'est un petit peu l'offre de formation. Juste pour compléter l'offre de formation, je vais revenir à ça, mais je pense que j'avais rajouté. Voilà, donc pour l'offre de formation, il y a aussi les DU et les DI. Ça ne vous concerne pas pendant que vous êtes en master santé publique. Ça vous a peut-être concerné avant d'accéder au master santé publique, parce qu'il y a des prérequis pour accéder, par exemple, directement à M2 épidémiologie, c'est d'avoir validé un certain
certain nombre d'enseignements concernant l'épidémiologie et la statistique. Et donc souvent on exige que des gens qui postulent directement à M2 épidémiologie, qu'ils aient fait des DU ou l'équivalent du contenu des DU en épidémiologie et en biostatistique. Il y a 2 DU en statistique, et puis il y a méthode et pratique en épidémiologie, DU, avec différentes options, et puis un DU recherche clinique. Après, vous avez aussi des DU qui concernent l'épidémiologie de la nutrition, l'épidémiologie du cancer, etc. Donc, au total, il y a 4 DU qui concernent. Et donc voilà, ça ne vous concerne pas pendant que vous êtes en master, mais ça fait partie de l'offre de formation de l'ISPED. Et donc on a au total 13 DU qui sont proposés à distance, en essayant de couvrir un petit peu les différentes disciplines ou les différents domaines de la santé publique, à savoir épidémiologie, biostatistique, promotion de la santé, management, etc. Et puis il y a des DU qui sont offerts en présentiel, qui concernent plutôt des pathologies ou des spécialités particulières. Donc vieillissement, urgence, santé, travail, sciences infirmières, etc. Voilà. Et enfin, dans l'offre de formation, je l'avais évoqué lundi, il y a aussi l'école d'été qui se tient chaque année en mai et juin, et sur les méthodes et techniques en santé publique et épidémiologie. Donc voilà, pour balayer un petit peu l'offre de formation. Il est arrivé que des gens qui ont fait le M1 en santé publique, qui l'ont validé, mais qui n'ont pas validé correctement les UE en épidémiologie et en statistique, et qui souhaitaient accéder au M2 épidémiologie, que leur dossier soit recalé, parce que le niveau en épidémio et en statistique avait été jugé insuffisant. Donc souvent, on leur dit, mais, si vous voulez renforcer ou augmenter le niveau, vous pouvez faire des DI. Et puis après, recandidater. Donc voilà. Donc ça peut arriver qu'à l'issue du M1, que si vous n'êtes pas pris en M2, qu'on vous conseille de faire les DU et de resoumettre votre dossier l'année d'après. Donc c'est arrivé souvent, et il y a des gens qui ont réussi à remonter leur niveau et accéder à un niveau. Voilà. Donc je reviens un petit peu pour terminer. Maintenant aux objectifs professionnels voilà, aux objectifs professionnels, et puis surtout aux métiers et fonctions dans le domaine de la santé publique. En fait, c'est des métiers et des fonctions qu'on a. Il n'y a pas très longtemps, on a fait un bilan ou une auto-évaluation du master santé publique. On a essayé de retrouver un petit peu ce que sont devenus ou les métiers qu'exercent les anciens diplômés. Donc, c'est juste une liste de fonctions et de métiers qu'on a relevés dans les anciens diplômes. Alors, déjà, au niveau de l'objectif de la formation, donc l'objectif final de la formation va dépendre des spécialités. Donc, si vous faites épidémiologie, c'est la même chose que si vous faites santé internationale, mais il y a un socle commun que vous partagez. Et ça, c'est la spécificité du master santé publique. Donc, le socle commun concerne essentiellement les outils pour prendre connaissance et hiérarchiser un petit peu les principaux problèmes de santé actuels et émergents.
bonne connaissance de la santé publique, des systèmes de santé, que ce soit en France ou dans les pays à ressources limitées. Après, comme on met l'accent sur l'aspect pluridisciplinaire, donc vous allez avoir des outils qui sont nécessaires pour la conception, la mise en œuvre, la gestion, le monitorat, l'évaluation des projets de santé. Et je pense qu'en fin de semaine, demain et vendredi, il y a une mise à niveau informatique. Donc ça, c'est des choses qu'on exige de tous les diplômés qui sortent du master santé publique, quelle que soit leur spécialité. Il faut qu'ils soient à l'aise avec l'outil informatique et l'outil analyse de données. Donc, il y a donc pour l'épidémiologie en particulier l'objectif d'acquérir les connaissances théoriques en épidémiologie et surtout la capacité à mettre en œuvre les méthodes que vous apprenez. Ce qui fait que dans l'enseignement, on réserve une place très importante à la mise en œuvre. Donc les retours qu'on a par rapport aux structures qui ont embauché nos anciens diplômés, c'est qu'ils sont très rapidement opérationnels. C'est-à-dire qu'ils ont acquis des connaissances théoriques, mais également, ils sont capables de les mettre en œuvre. Ils ne sont pas perdus sur le terrain. Donc ça, c'est un point. Donc comprendre et maîtriser les outils nécessaires à la surveillance, à la prévention, au dépistage, au traitement des maladies. Ensuite, concernant le management, donc pouvoir mettre en œuvre des stratégies propres à l'encadrement, au management dans les organisations médicales et sociales. Donc une remarque par rapport à cette spécialité-là, c'est que les textes qui régissent un petit peu les métiers de directeur, de structure, etc., et même le fonctionnement du système de santé, il est concentré sur le système français. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il y a des gens qui peuvent être intéressés par le management des organisations médicales et médico-sociales et qui veulent exercer leur métier, par exemple, en Afrique subsaharienne. Donc, le contenu de la formation est très franco-français, mais ça vous donne quand même des outils de management qui peuvent vous être utiles quand vous allez exercer plus tard. Mais il faut le savoir, c'est quand même très spécifique à la France. Ensuite, pour l'informatique médicale, donc, on va insister beaucoup sur les systèmes de santé et puis l'utilisation des outils informatiques pour l'extraction, le traitement, l'exploitation de l'information médicale. Ensuite, en stat, pareil, les objectifs sont d'avoir vraiment une maîtrise des aspects théoriques, mais aussi un savoir-faire dans la mise en œuvre de Alors, maintenant, en ce qui concerne les métiers et fonctions des diplômés, donc ça, c'est ce que je vous ai dit. On a juste regardé la liste des anciens diplômés, ceux qui sont devenus, et donc, grosso modo, pour ceux qui font épidémiologie, ils vont être épidémiologistes, en général dans les caisses d'assurance maladie, les organisations de recherche du secteur public, à l'INSERM, à l'IRD, voilà, donc dans des organismes de recherche publique. Ensuite, également dans les laboratoires universitaires ou hospitalo-universitaires, dans le domaine de la recherche clinique, mais également dans les cellules d'études et d'évaluation des organismes d'administration.
Et là, le certificat CEVA peut être très utile. Les agences de sécurité sanitaire, en particulier en France, ça va être l'INBS, ou alors les entités régionales de l'INBS, qu'on appelle les CIA, cellules régionales. Ensuite, pour santé internationale, ce qu'on retrouve en général, c'est des chargés de projet au sein du programme de recherche opérationnelle ou d'ONG et dans les institutions nationales compétentes dans le champ de la santé. Et voilà. Pour l'informatique médicale, en général, ce qu'on trouve, c'est des chefs de projet, soit dans le public, soit dans le privé, dans le secteur de l'informatique médicale. Les espaces numériques régionaux de santé, les départements d'information médicale des établissements de santé, ça aussi c'est très franco-français. Ça dépend du système de santé du pays. Ensuite, pour promotion de la santé, donc c'est souvent dans les secteurs de la prévention, de l'intervention sociale, de la programmation locale des actions de santé, les réseaux de prévention et d'éducation pour la santé, les ateliers santé-ville, ça aussi c'est très spécifique au contexte environnemental, au système de santé. Il y a en santé internationale, il y a beaucoup de gens qui vont travailler dans les ONG ou alors dans les agences des Nations Unies. Il y a aussi quelques personnes qui sont devenues des responsables de qualité. Il y a des directeurs adjoints d'institutions médico-sociales. Donc ça, c'est ceux qui sortent du master MOMS, qu'on appelle MOMS ici, management des organisations médicales et médico-sociales. Il faut, mais ça vous le saurez au courant de l'année, il faut dire que ce M2-là a deux promotions parallèles. C'est-à-dire une promotion classique, avec des étudiants qui sortent du gamin, qui viennent d'ailleurs, etc. Et puis une promotion de professionnels. C'est des gens qui sont déjà en poste, qui travaillent dans la direction des établissements médicaux et médico-sociaux, mais qui veulent avoir un bac plus 5 parce qu'il y a besoin de reconnaissance pour pouvoir accéder à des postes de directeur, etc. Donc il y a une promotion uniquement de professionnels qui est en alternance, c'est-à-dire qu'ils sont en cours ici à l'ISPEC une semaine par mois. Le reste du travail, le reste du temps, ils travaillent. Donc ça demande un effort d'organisation pour essayer de... En fait, les cours sont dupliqués. Et donc, ces gens-là, après, on les retrouve comme directeurs adjoints d'institutions médicales et médico-sociales. Après, ils peuvent aussi travailler comme dans les services de ressources humaines, les contrôleurs de gestion, etc. Après, en statistique, en général, on retrouve des chargés d'études statistiques, beaucoup dans les sociétés de services qui travaillent avec l'industrie pharmaceutique, donc ce qu'on appelle les CRO. Après, on les retrouve également dans les organismes de recherche du secteur public, à l'INSERM, dans les laboratoires universitaires, etc., dans les organismes d'administration et de gestion de la santé, l'INBS, les observatoires régionaux de la santé. Il faut que j'enlève trace. Ça n'existe plus, ça. C'était la direction régionale de l'action sanitaire et sociale, et il y a eu des changements, ça s'appelle plus comme ça. Et donc les CIR, c'est les entités régionales de l'INDS, les agences de sécurité sanitaire, etc. Et beaucoup en recherche clinique, quelques-uns dans les mutuelles et les caisses d'administration canadiennes. Après, ils peuvent devenir consultants en statistique ou programmeurs en statistique.
Donc voilà, ça couvre un petit peu les différentes spécialités. Et puis l'autre point que je voulais évoquer, c'est qu'à l'issue du Master 2, vous pouvez également avoir la possibilité de poursuivre en doctorat, donc, pour compléter le LMD, là, le D. Et donc ça, c'est possible dans tous les masters, toutes les spécialités, à l'exception de management, qui reste professionnel. Donc toutes les spécialités, les autres spécialités, les 5 autres spécialités, vous permettent, à l'issue du master, d'intégrer une école doctorale en vue de préparer une thèse. Donc ça peut être en épidémiologie, en biostatistique, en santé internationale, en informatique médicale, en promotion de la santé, etc. Donc voilà, donc ça c'est une autre ça j'ai dit, et voilà, j'ai terminé.